Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. في هذه الحصة سوف نقوم بتصحيح الامتحان الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات دورة يونيو 2021. Et on commence par l'exercice numéro 1, 8 points. Petit 1, remplir les champs vides avec les mots convenables pris dans la liste suivante. Lieu, appareil, altitude, dynamique, voltmètre, constante. L'intensité du poids d'un corps se mesure avec un appareil. Qu'appelle-t-on cet appareil? Le poids d'un corps, c'est une force, et on mesure l'intensité d'une force par un appareil qui s'appelle dynamomètre. Et sa valeur varie avec le changement de lieu et d'altitude, contrairement à la masse qui reste constante. Petit 2. Observez le schéma ci-contre. La lampe éclaire de façon normale. La question, choisir les mots ou les valeurs convenables en les entourant. L'appareil 1 est un ampèremètre ou bien voltmètre. Cet appareil est un multimètre, c'est-à-dire appareil multifonction. يعني جهاز بإمكاننا أن نستعمله voltmètre ou ampèremètre. Et puisque le curseur, c'est-à-dire le calibre, est choisi dans la zone où l'unité est l'ampère, donc l'appareil 1 joue le rôle d'un ampèremètre. Donc l'appareil 1 est un ampèremètre et il indique la valeur de ampère. L'appareil 2 est un ampèremètre ou bien voltmètre. C'est la même chose. Le curseur, c'est-à-dire le calibre, est choisi dans la zone où l'unité est le volt. Donc l'appareil 2 est un voltmètre et il indique la valeur 12 volts. La tension nominale de la lampe est 6 volts ou bien 12 volts et sa puissance nominale est 24 watts ou bien 24 volts. Sur la lampe est écrite 12 volts, 24 watts. Ces grandeurs s'appellent les caractéristiques nominales de la lampe. Donc, la tension nominale de la lampe est 12 volts et sa puissance nominale est 24 watts. Lorsque l'on règle le bouton sélecteur de l'appareil 3 sur 6 volts, l'intensité du courant électrique passant à travers la lampe augmente ou bien diminue et la puissance consommée par la lampe devient plus petite ou bien plus grande que sa puissance nominale. La lampe fonctionne normalement si la tension entre ces bornes est égale à sa tension nominale 12 volts. Si on applique 6 volts entre ces bornes, bien sûr, l'intensité du courant qui le traverse diminue. Et aussi la puissance consommée ou bien reçue par cette lampe aussi diminue. Donc lorsqu'on règle le bouton sélecteur de l'appareil 3 sur 6 volts, l'intensité du courant électrique passant à travers la lampe diminue et la puissance consommée par la lampe devient plus petite que sa puissance nominale. La question numéro 3. Observez le schéma ci-contre. Images successives à des intervalles de temps égaux d'une balle, corps solide S, en mouvement de chute vers le sol. Répondre par vrai ou par faux. Petit a. L'effet de l'action de la Terre sur le corps solide est un effet dynamique. Vrai ou bien faux. Puisque le corps solide est en mouvement de chute vers le sol, donc l'effet de l'action de la Terre sur le corps solide est un effet dynamique, c'est vrai. Petit b. Le mouvement du corps solide S est un mouvement de translation rectiligne, vrai ou bien faux. On a le centre de gravité G des solides décrit en droite, donc le mouvement est rectiligne.
De plus, on observe que le segment AB des solides reste parallèle à lui-même. Donc, il s'agit du mouvement de translation. Donc, le mouvement du corps solide S est un mouvement de translation rectiligne, c'est vrai. Petit c, le mouvement du corps solide S est un mouvement rectiligne retardé. vrai ou bien faux. نلاحظ أن المسافات G1 G2 G2 G3 G3 G4 هذه المسافات تتزايد خلال نفس المدة الزمنية. إذن طبيعة هذه الحركة فهي حركة متسارعة وليست بحركة متباطئة. C'est-à-dire la nature du mouvement du solide S est un mouvement rectiligne accéléré et non pas retardé. Donc, le mouvement du corps solide S est un mouvement rectiligne retardé, c'est faux. Petit d, le mouvement du corps solide S est un mouvement rectiligne accéléré, c'est vrai. Petit e, la vitesse moyenne entre G1 et G2 est supérieure à celle entre G3 et G4, vrai ou bien faux. La distance G1 G2 est inférieure à la distance G3 G4. Et les deux distances sont parcourues à des intervalles de temps égaux, donc la vitesse moyenne du solide S entre G1 et G2 est inférieure à la vitesse entre G3 et G4. Donc la vitesse moyenne entre G1 et G2 est supérieure à celle entre G3 et G4, c'est faux. Petit f, le sol est un corps de référence convenable pour décrire le mouvement du corps solide S. Vrai ou bien faux? Le solide S change de position par rapport au sol. Donc le sol est un corps de référence convenable pour décrire le mouvement du corps solide S est vrai. Petit g, l'action de la Terre sur le corps solide possède une ligne d'action horizontale. Vrai ou bien faux? L'action de la Terre sur un corps est toujours verticale. Donc, l'action de la Terre sur le corps solide possède une ligne d'action horizontale est faux. H. L'action de la Terre sur le corps solide S est une action localisée en son centre. Vrai ou bien faux? L'action de la Terre sur un corps est toujours répartie. Donc, l'action de la Terre sur le corps solide S est une action localisée en son centre, c'est faux. La question numéro 4. Relié par un trait chaque vitesse à la distance de réaction correspondante, puis relié par un trait chaque distance d'arrêt aux distances de réaction et de freinage convenables. On a la vitesse 80 km par heure. On convertit donc 80 km par heure en mètres par seconde en multipliant 80 par 1 sur 3,6. On trouve 22,2 mètres par seconde. Et pour un conducteur normal, la durée de réaction est 1 seconde. Donc si la vitesse est 80 km par heure, alors la distance de réaction est 22,2 mètres. Et si la vitesse est 90 km par heure, la distance de réaction est 25 mètres. Et si la vitesse est 100 km par heure, la distance de réaction est 27,7 mètres. En se basant sur la relation suivante, dA égale dR plus dF, et on continue. Donc si la distance d'arrêt est 77,7 mètres, alors la distance de réaction est 27,7 mètres et la distance de freinage est 50 mètres. Si la distance d'arrêt est 65,5 mètres, alors la distance de réaction est 25 mètres. Et la distance de freinage est 40,5 mètres. Et si la distance d'arrêt est 54,2 mètres, alors la distance de réaction est 22,2 mètres. Et la distance de freinage est 32 mètres. On passe à l'exercice numéro 2, 8 points. Première partie, la mécanique. On considère un corps solide S suspendu à un dynamomètre. Le fil
fait partie du dynamomètre. Le corps solide est en équilibre. Voir la figure. La masse du corps solide est M égale 203,86 grammes. La question numéro 1. Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le corps solide en précisant leur type, c'est-à-dire action de contact ou bien action à distance. Donc le corps ici a deux forces, le vecteur P, poids du corps solide S, force à distance, et le vecteur F, action du dynamomètre sur le solide S, c'est une force de contact. On a dit action du dynamomètre et on n'a pas dit action du fil, car le fil fait partie du dynamomètre. Et on a symbolisé l'action du dynamomètre par le vecteur F, car on a donné le vecteur F à la suite. La question numéro 2. Donner les caractéristiques de la force P exercée par la Terre sur le corps solide S. Donc le point d'application, c'est le point G, centre de gravité du solide S. Ligne d'action ou bien droite d'action, c'est la droite verticale passant par le centre de gravité, c'est-à-dire le point d'application G. Sens, c'est du point G vers le bas. Intensité est indiquée par le dynamomètre, donc le dynamomètre indique 2 newtons. Donc P égale 2 newtons. La question numéro 3. Écrire la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Et on écrit, si un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, alors ces deux forces ont même droite d'action, même intensité et de sens opposé. La question numéro 4. En appliquant la condition d'équilibre, déduire les caractéristiques de la force F exercée par le dynamomètre sur le corps solide S. Donc, en appliquant la condition d'équilibre, les deux forces ont même droite d'action, même intensité, mais de sens opposé. Donc, le point d'application, c'est le point A. Droite d'action, c'est la droite verticale passant par les points A et G. Sens, du point A vers le haut. L'intensité, c'est donc F égale P égale 2 newtons. La question numéro 5. Représentez sur la figure ci-contre la force F exercée par le dynamomètre sur le solide S en utilisant l'échelle 1 newton correspond à 1 cm. On a donc 1 newton correspond à 1 cm et on a 2 newtons correspond donc à 2 cm. Et on représente donc la force F par un vecteur d'origine le point d'application, le point A, orienté vers le haut, de longueur 2 cm, c'est donc le vecteur force F. La question numéro 6. Déterminer la valeur de l'intensité des champs de pesanteur G à l'endroit de l'expérience. On a P égale M fois G. Et à partir de cette relation, on peut déduire l'intensité des champs de pesanteur G. C'est donc G égale P sur M. Et on remplace P par sa valeur 2 newtons et M par sa valeur 203,86 grammes qu'on va convertir en kilogrammes. On obtient donc 0,20386 kg. Après l'application numérique, on obtient donc l'intensité du champ de pesanteur G, c'est donc G égale 9,81 newtons par kilogramme. On passe à la question numéro 7. On recommence l'expérience quelque part dans l'espace où l'intensité du champ de pesanteur est de 8,34 newtons par kilogramme. Déterminer la valeur indiquée par le dynamomètre dans ce cas. On sait que l'intensité des poids change avec le lieu. Mais la relation suivante, P' égale M fois G' reste toujours valable. À savoir que la masse, c'est une grandeur physique constante, mais l'intensité du champ de pesanteur change avec le lieu. Et par suite, l'intensité du poids du corps change aussi.
et on écrit I' égale M fois G'. Et on remplace M par sa valeur, c'est donc 0,20386 kg. Et J', l'intensité du champ de pesanteur, c'est donc 8,34 N par kg. Après l'application numérique, on obtient donc 1,7 N. Donc, la valeur indiquée par le dynamomètre, dans ce cas, est 1,7 N. On passe aux deuxième partie, c'est l'électricité. Un appareil électrique de cuisine comporte une plaque chauffante de résistance R égale 27,5 ohms. On branche cet appareil à une source de tension de 220 volts. Écrire l'énoncé de la loi d'Ohm. Et on écrit: la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R et l'intensité du courant I qui le traverse. Et on écrit U égale R fois I. Deuxième question, calculer l'intensité I du courant électrique passant à travers la plaque chauffante. On a la loi d'Ohm, U égale R fois I. Et à partir de cette relation, on peut déduire donc l'intensité I. Donc I égale la tension U divisé par la résistance R. Et on remplace la tension I par sa valeur 220 volts et la résistance R par sa valeur 27,5 ohms. Et on écrit I égale 220 volts divisé par 27,5 ohms. Après l'application numérique, on obtient donc I égale 8 ampères. On passe à l'exercice numéro 3, 4 points. Train à grande vitesse. La ligne ferroviaire Knetra-Tanger s'étend sur une distance totale de 200 km. Le train à grande vitesse assure la liaison Knetra-Tanger en 50 minutes. On donne 50 minutes égale 5 divisé par 6 heures. La question numéro 1. Déterminer la vitesse moyenne V du train entre Knetra et Tanger en km par heure et en mètres par seconde. On a en général la vitesse moyenne égale la distance divisée par le temps. Et on remplace la distance D par sa valeur 200 km et la durée T par sa valeur 5 sur 6 heures. Et on écrit 200 km divisé par 5 sur 6 heures. Après l'application numérique, on obtient donc la vitesse moyenne en km par heure, c'est 240 km par heure. Après, on calcule la vitesse moyenne en mètres par seconde. Il suffit donc de diviser 240 par 3,6. Donc 240 km par heure égale 240 fois 1 divisé par 3,6 mètres par seconde. Après l'application numérique, on obtient donc la vitesse moyenne égale 66,66 mètres par seconde. Deuxième question, déterminer la durée du voyage entre Knetra et Tanger en minutes si le conducteur augmente la vitesse du train à 300 km par heure. On a en général la vitesse moyenne égale le rapport de la distance par la durée T. Et à partir de cette relation, on déduit donc l'intervalle de temps T. La durée T égale la distance D divisée par la vitesse moyenne. Et on remplace donc D par sa valeur, c'est donc 200 km. Et la vitesse moyenne, c'est donc 320 km par heure. Et on écrit T égale 200 km divisé par 320 km par heure. Après l'application numérique, on obtient donc T égale 0,625 heures. Et on convertit donc 0,625 heures en minutes en multipliant donc 0,625 par 60 minutes. Et on écrit donc T égale 0,625 fois 60 minutes. Car une heure égale 60 minutes. Après le calcul, on obtient donc T égale 37,5 minutes.
On passe à la dernière question numéro 3. Le conducteur aperçut un obstacle sur les rails rectilignes à la distance de 3 km 310 mètres, alors que le train roulait à une vitesse de 320 km par heure. Il actionna ensuite les freins. Le conducteur parviendra-t-il à éviter l'accident? Justifiez votre réponse. Les données. La durée de réaction du conducteur est 1 seconde. La distance de freinage du train en mètres, c'est donc en général df égale 0,407 fois v au carré. Avec v, c'est la vitesse du train en mètres par seconde. Donc, pour répondre à cette question, on va calculer la distance de réaction dr, la distance de freinage df et par suite la distance d'arrêt dA. Et on calcule la distance de réaction, c'est donc dr égale v fois tr, tel que v c'est la vitesse du train est égale 320 km par heure, et tr c'est la durée de réaction du conducteur est égale 1 seconde. Et on remplace, on obtient 320 km par heure fois 1 seconde. Donc on convertit 320 km par heure en mètres par seconde en multipliant 320 par 1 sur 3,6. Et on écrit 320 fois 1 divisé par 3,6 mètres par seconde fois 1 seconde. Après l'application numérique, on obtient donc dr égale 88,88 mètres. D'autre part, on calcule la distance de freinage à partir de la formule donnée. C'est donc df égale 0,407 fois v au carré, tel que v c'est la vitesse du train est égale aussi 320 km par heure, mais cette relation est valable si la vitesse du train est en mètres par seconde. Donc on va convertir 320 km par heure en mètres par seconde en multipliant aussi par 1 sur 3,6. Et on écrit la distance de freinage égale 0,407 fois 320 fois 1 divisé par 3,6 le tout au carré. Après l'application numérique, on obtient donc la distance de freinage égale 3215,80 mètres. Et on déduit donc la distance d'arrêt qui est égale à la distance de réaction dr plus la distance de freinage df. On remplace donc dr par sa valeur et df par sa valeur. Et on écrit dA égale 88,88 mètres plus 3215,80 mètres. Après l'application numérique, on tient donc dA égale 3304,68 mètres. Donc on va comparer la distance d'arrêt 3304,68 mètres avec 3 km 310 mètres. Donc on va convertir 3304,68 mètres en kilomètres. Et on obtient donc dA égale 3 km 304,68 mètres. Donc on observe que 3 km 304,68 mètres est inférieur à la distance 3 km 310 mètres. Et on écrit donc, puisque la distance d'arrêt dA égale 3 km 304,68 mètres inférieure à la distance D égale 3 km 310 mètres, on dit que le conducteur va éviter l'accident.